Et c'est parti. Donc à fond sur les spoilers, Alors, d'accord. À House la of fin, il Dragon. meurt. Ah ouais, à fond, comme Jean Alési à l'époque, à fond, voilà, sur les guignols. Une rêve que peut-être personne n'aura, mais bref. Spoiler à fond, on vous a prévenu. Alors, House of Dragon, est-ce que cette deuxième saison, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle adapte bien les bouquins? On va voir ça ensemble. Et voilà, pour un peu organiser ça, on va d'abord un peu parler des personnages principaux, un peu leur arc sur cette saison-là. Et puis après, on aura peut-être une partie où on pourra développer certaines choses et revenir sur tout ça. Alors, Donc, très 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 rapidement, parce que on a déjà parlé de Game of Thrones, par contre, on n'a jamais parlé de House of the Dragon tous les deux. Du coup, histoire que je sache en tout cas, mine de rien, qui j'ai en face de moi. En deux mots, qu'est-ce que tu avais pensé de la saison 1 déjà, et est-ce que tu avais hâte de voir cette saison 2? alors la première saison, alors déjà, je l'attendais beaucoup et je la craignais beaucoup parce que la fin de Game of Thrones m'a complètement retourné. Pas dans le bon sens, hein, ça m'a détruit. J'ai lu les bouquins après, motivé par ma haine et ma rage de la fin de la série. Donc j'ai lu les bouquins et quand House of Dragon saison 1 est sortie, j'avais lu tous les bouquins et je l'attendais un peu en mode oula, on va voir ce que ça donne parce que voilà, la dernière impression était vraiment pas bonne. Et ils ont réussi à bien adapter, à parfois faire mieux que le matériau d'origine. Mais pour moi, le bilan est quand même très positif. Il y a juste l'épisode 9 de la première saison qui a fait des choix là qui pour le coup changent du bouquin et m'ont pas du tout convaincu. Là où par exemple Viserys dans la première saison, le roi qu'il y avait au tout début, dans la série est bien plus intéressant et bien plus touchant que dans les bouquins. Donc voilà, la série a fait a changé des choses pour le mieux, mais a aussi a changé quelque chose, mais peu de choses, mais des choses majeures que j'ai pas compris. Donc voilà, globalement très positif. Donc j'attendais oui beaucoup la saison 2. Ouais. Ok. Et toi de ton côté, c'était comment le... C'est mon cas aussi, hein. Alors moi, je n'ai pas lu les livres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est un peu plus en dilettante, hein. Donc, par exemple, je n'ai pas ce détail des épisodes. Alors que le détail des épisodes, par exemple, je l'ai pour des séries telles que Buffy, Angel, Lost, qui sont des séries que je vénère. Cette série, je l'apprécie beaucoup, mais voilà, pas au point de savoir qu'est-ce qui se passe dans tel épisode. Donc du coup, je ne peux pas rebondir sur ce qui s'est passé dans l'épisode 9 de la saison 1, mais je reste très satisfait, très surpris même. Je ne m'attendais pas à cette qualité. C'est vrai que dès le début, on nous l'a présenté comme étant un spin-off. Souvent, les spin-offs quand même ont moins de budget, se reposent quand même pas mal sur la série mère. Et là, il faut le prendre véritablement comme étant, je trouve en tout cas, une série à part, avec ses propres qualités, ses propres défauts. Et cette première saison, personnellement, je ne l'ai pas trouvée foncièrement plus mauvaise qu'une autre saison de Game of Thrones, quoi, par exemple. Alors, peut-être moins d'intrigue, on va dire. C'est vrai que Game of Thrones, c'est quand même. Il y a plus d'intrigue, c'est plus ficelé, beaucoup plus donc du coup de retournements de situation, de petits twists par-ci par-là, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais j'ai quand même retrouvé on va dire l'ambiance de Game of Thrones, ça là-dessus pas de souci. Et niveau qualité, je sais que tu en parles tout à l'heure, mais en termes par rapport aux compositeurs, par rapport à la mise en scène, par rapport au décor, par rapport à tout ça, j'ai pas trouvé que c'était un sous Game of Thrones. Et du coup, j'avais plutôt hâte de voir la deuxième saison, même si tu le sais, je crois par contre que je t'avais dit, moi j'ai enchaîné les deux saisons, hein. J'ai mis du temps à voir la première, donc je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour voir la deuxième. Ok, ok. Alors, on rentre un peu avec sans doute le personnage principal de la série, Rhaenyra. Donc voilà, la saison parle un peu d'une guerre de succession entre Rhaenyra et son demi-frère Aegon. Donc voilà, qui va monter sur le trône pour devenir roi ou reine des sept couronnes. Même si techniquement, alors je vais être très chiant parce que je connais beaucoup trop de choses sur cet univers. À cette époque-là, Dorne ne fait pas partie du royaume, donc techniquement il n'y a que 6 couronnes, mais ils s'appellent les 7 parce qu'on est les 7 comme dans The Boys. Encore une fois, ils sont partout. Toujours. Euh,
Donc, Rhaenyra, cette saison, eh ben, elle reste chez elle. Et puis, elle passe son temps à dire qu'est-ce que je peux bien faire. C'est un peu ça, un peu pour résumer son personnage. Alors, je vais caricaturer un peu, il y a le début de la saison où elle fait le deuil de son fils, donc une scène qui était très poignante. Mais c'est qu'après, la plupart du reste de la saison, bah, elle passe un peu son temps à être un peu en train de s'engueuler avec ses conseillers et se dire bah, qu'est-ce que je peux faire quoi. Sauf à la fin où il y a tout le, tout le côté allons recruter des bâtards pour en faire des chevaucheurs de dragons. Mais globalement, j'ai un peu trouvé le personnage qui avait quand même pas moins de choses à faire qu'en première saison, malheureusement. Bon, après, c'est toujours aussi bien joué, etc. Mais c'est vrai que en plus, bon, ce sera un peu une des reproches que j'ai avec cette saison, c'est qu'on tourne un peu en rond à certains moments. Et les personnages, vu que c'est le personnage principal, bah, voilà, si la saison dans sa globalité tourne un peu en rond, c'est aussi parce que bah, l'un des personnages principaux fait pas grand chose non plus, quoi. Voilà, c'est un peu mon ressenti vis-à-vis du personnage, quoi. Totalement d'accord pour ma part. Euh, Franchement, rien à dire de plus. Bah, on va parler peut-être de la saison dans sa globalité tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de répétitions de scènes, beaucoup de copier-coller, même en termes de mise en scène, avec un effet miroir. Ça marche une fois, ça passe deux fois. Penser à chaque épisode, ça devient franchement ridicule. Et le personnage qui souffre le plus de ces répétitions, je pense que c'est Rhaenyra, effectivement. Du côté de C'est Daemon, triste quand même quand on voit ce qu'elle était dans la première saison quand même. oui, Mais bon, oui, oui. Mais en plus, ouais, on pourra en revenir sur qu'est-ce qui s'est passé avec la série de manière globale. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage parce que bah, vu que c'est le personnage principal, c'est elle qui en pâtit le plus des défauts de la saison, quoi, malheureusement. après par chance, je la voyais pas forcément comme étant le personnage principal. Enfin, dans la première saison, si, mais dans la deuxième, je me suis assez, je me suis assez rapidement fait à l'idée, comme dans Game of Thrones au final, qu'il n'y avait pas véritablement de personnage principal et du coup c'est passé plus facilement. Donc c'est pas plus mal, tant Bah, mieux pour moi. tu soulèves un point intéressant, on y reviendra un peu plus tard, mais Ok. c'est, du côté de chez Damon, bon, bah, il y a des problèmes de couple, donc il se barre de la maison pour un peu se distancer de sa femme, qui est aussi sa nièce. Bienvenue à Westeros et chez les Valériens, où tout le monde baise avec sa famille. Euh, donc Daemon part dans le Conflant parce qu'il s'est dit si on veut gagner la guerre, il nous faut Harrenhal. Qui va à Harrenhal, qui est un peu le centre du Conflant, le Conflant est un peu le centre du pays. Donc voilà, en termes de stratégie militaire, t'es un peu au milieu de tout, donc t'es très réactif, donc il va là-bas. Sauf qu'il se dit bon, est-ce que ce serait pas finalement pour ma poire un peu si je fais tout ça. Donc toute la saison, on le voit un peu réfléchir, être un peu paumé dans un endroit aussi qui est lourd qui a un passé très chargé. Brièvement, Harrenhal, lorsque le premier Targaryen est arrivé sur le continent, il a commencé à tout conquérir, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Aegon le Conquérant. Et quand il est arrivé à Harrenhal, le gars qui occupait le château, c'était vraiment un mec pas du tout très sympa. Il a construit son château avec enfin avec des esclaves, etc. Donc vraiment un chic type. Et en gros, Aegon a fini par brûler le château en entier et quasiment avec tout le monde à l'intérieur. D'où le côté un peu, on dirait qu'il y a un peu des fantômes et des esprits qui habitent l'endroit. Et ces visions-là, ces esprits sont un peu là pour amener Daemon à avoir une réflexion sur ce qu'il a fait, sur pourquoi il fait ce qu'il fait, sur sa famille, sur comment il voit sa femme, sur comment il voyait son frère, comment il voit son frère. Et alors là, je suis un peu à double tranchant parce que autant je trouve que le développement du personnage est intéressant, mais il s'est fait un peu de manière un peu. C'était un peu laborieux, ça a mis un peu trop de temps. Alors, j'ai pas trop de problème avec que ça prenne du temps, mais là, ça en a pris un peu trop. Là aussi, on a eu quelques répétitions qui auraient un peu mérité d'être un
un peu épuré pour aller un peu plus vite. Même s'il y a quand même certaines scènes, notamment avec Paddy Considine qui joue le roi Viserys, qui fait son retour alors même que son personnage est mort, mais via des visions qu'a Daemon. Et à chaque fois qu'il y a cet acteur-là, c'est vraiment ce personnage-là était vraiment le plus beau personnage de la première saison. Donc à chaque fois que je le vois, ça me fait toujours plaisir. Donc, j'aimerais quand même aussi souligner que toutes les scènes à Harrenhal avec Daemon et avec le castellan du château, Simon Fort, sont peut-être parmi les scènes les plus drôles de la série, qui est pourtant une série assez. Il y a des trucs très graves qui se passent dans la série. Donc, c'était à chaque fois. Euh, il y avait des moments assez légers, donc laborieux mais sympa. On va dire ça comme ça pour ce personnage-là. Bah, de nouveau, pas grand chose de plus à dire. Comme l'a dit Matt, c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu plus mis en retrait. Bon, ça me choque pas forcément dans le sens où bah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui, à l'inverse, ont été dites de l'autre côté. Et c'est vrai qu'à l'inverse, de l'autre côté, il y a beaucoup de caractériels, beaucoup de personnages avec un caractère fort, beaucoup de personnages entre guillemets à la tête dure, ce qui peut faire que Damon passe peut-être comme étant quelqu'un d'un peu plus posé, ce qui n'était pourtant pas le cas lors de la première saison. Mais là, par rapport au fait qu'il soit en position plus de négociateur que de guerrier, plus le fait que, encore une fois, on met pas mal en avant le côté caractériel des Targaryens de l'autre côté, c'est vrai que ça donne une image un peu plus. Bah, je pense que l'image d'ailleurs, elle est quand même assez révélatrice d'un personnage presque apaisé, alors que bah, à l'inverse, il est bah, plus torturé qu'autre chose, mais c'est physiquement, on le voit là, on le sent plus posé que dans la première saison et plus effacé. Euh, Moi, j'ai pas trouvé forcément les scènes drôles dans le château. Enfin, je sais plus quel adjectif tu as utilisé, mais ça m'a pas marqué. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est en termes d'image. Souvent, les images qui m'ont le plus impressionné dans cette saison, notamment au niveau des jeux de lumière, c'était dans ce château. C'était, je me souviens notamment d'une scène où il apparaît en haut des escaliers, euh, où il est enfin, dans une sorte d'entrée comme ça, et c'est sublime. C'était une image magnifique. Si la troisième saison un peu arrive à bien adapter les bouquins, je pense qu'en saison 3, Daemon sera un peu mieux servi qu'en saison 2, je l'espère. On va voir, on espère. Croisez. Alors, du côté des Verts, donc le camp de Aegon II et des Hightower, du côté de chez Alicent, eh bien un peu toute la. Alors, je pense qu'on peut un peu résumer là aussi de manière un peu caricaturale, on peut résumer son développement de personnage à comment ça, la patriarchie, ça nuit aux femmes. Car il faut que maintenant Alicent, elle a réussi à faire asseoir son fils sur le trône, et maintenant elle se rend compte que en fait son fils c'est un peu un con. Et que maintenant elle a plus vraiment de pouvoir. Et donc en fait toute la saison on la voit un peu à comment elle gère le pouvoir qui lui glisse entre les mains, hein. Voilà, du temps où son mari était encore en vie, et quand il était malade, c'est elle qui gouvernait le royaume, hein, avec son père. Et maintenant que son père se fait renvoyer comme main du roi, parce que Aegon se débarrasse aussi de ses meilleurs conseillers, dans d'ailleurs une excellente scène, mais j'y reviendrai après. Euh, donc voilà, on voit un peu Alicent, là aussi en début de saison, ouais, on la voit un peu à gérer cette perte de pouvoir, cette perte d'importance, et un peu se dire pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait en fait finalement dans ma vie. Et en deuxième saison, on est un peu dans les mêmes travers que sur le reste des personnages. On se dit, ouais, on t'a déjà vu faire ça, et tu racontes les mêmes choses, et on la voit un peu, on va dans les bois, on voit un oiseau voler pendant qu'elle est en train de nager, et tu te dis, ok, enfin, bon, j'exagère un peu parce qu'on comprend enfin, ce qu'elle a compris après, mais pareil, dans le dernier épisode, on la voit aller à Dragonstone ou à Père Dragon en français, euh, pour un peu négocier un peu l'abandon
de son camp pour éviter d'avoir de trop grosses pertes. Euh, et là, pour le coup, je trouve que c'est très dommage parce que dans la première saison, on avait plus l'image, un peu l'image de Cersei Lannister dans la première série où euh, c'est un peu une mère horrible, mais elle ferait tout pour garder ses enfants en vie. Et là, on est un peu en train de jeter ça aux oubliettes, où elle sacrifie un peu Aegon pour sauver ses autres enfants. Et je trouve que c'est un peu faire un virage à 90 avec le personnage. Donc, un début intéressant et une fin qui mène à quelque chose que je comprends pas trop. C'est d'ailleurs mon reproche que je fais avec Alicent et Rhaenyra, qui certaines interactions je comprends pas trop. Et là, c'était un peu ça. Mais on a aussi un peu plus trop la place pour ce personnage-là normalement dans le récit, donc comprends pas trop ce qu'on fait avec elle à ce moment-là de l'histoire en fait. Bon, pour la première fois, je suis assez en désaccord avec toi. Tu as dit début intéressante et fin un peu moins. Ben, pour moi, début intéressant et fin intéressante. Euh, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié depuis le début de la série. Mais c'est vrai que je vois l'évolution avec cette saison 2. Et, euh, et je dirais même que du coup, elle a, le personnage a l'avantage quand même d'avoir d'être lié à pas mal de retournements de situation avec les rois qui jouent un peu aux chaises musicales. Ça fait que du coup, l'actrice peut montrer aussi beaucoup plus de choses que l'actrice qui joue Rhaenyra. Et c'est pour Rhaenyra, du coup, on a ce côté un peu ennuyeux, c'est ce côté répétitif, comme on disait, que l'on n'a pas avec Alicent, puisqu'elle est quand même liée de manière directe ou indirecte à pas mal de retournements de situation, ce qui sous-entend que du coup, on peut voir l'actrice réagir à tous ces retournements de situation. Et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment très satisfait. Je trouve ça je trouve que c'est une belle évolution parce que c'est vrai qu'on est passé d'un personnage qui tombe un peu dans le milieu du pouvoir, plus ou moins par hasard, parce que bon, elle est à la base déjà proche du roi, d'accord, mais c'est un concours de circonstances qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Et elle n'avait pas véritablement un attrait au pouvoir. En tout cas, ça n'a pas été présenté tel quel dès le début. C'est pas une femme avide de pouvoir, quoi. Et pourtant, là, avec cette saison 2, on a un peu plus l'impression que, bah ouais, que ça l'emmerde un peu, que le pouvoir lui glisse entre les doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément la raison qui fait que ça l'emmerde n'est pas forcément explicite. Pourquoi est-ce que ça l'embête? Est-ce que c'est parce que elle a finalement pris goût au pouvoir? Parce que bah, c'était le chemin logique par rapport à son mari. Son époux est mort, donc bah, c'est elle la reine jusqu'à ce que le roi soit majeur, parce que son premier fils n'était pas majeur à ce moment-là. Et je sais plus si c'est une règle ou s'il devait attendre la majorité ou pas, mais c'est vrai qu'il était quand même vraiment très jeune, donc elle aurait pu quand même garder peut-être son statut de reine le temps qu'il soit un peu plus grand. Ou, mieux encore, est-ce qu'elle s'est vraiment mise à la place du royaume? En mode, la vache, si c'est pas moi qui dirige, ça veut dire que c'est un de mes fils, sachant qu'il y en a un, c'est un con, et l'autre, c'est un mec super violent. On va être vraiment dans la merde si c'est pas moi qui garde le pouvoir. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas explicite, et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant. En fait, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Ouais, alors, je suis assez globalement assez d'accord. Euh, Sauf que normalement, là où la série en est, le côté d'essayer de résoudre les choses de manière euh, pacifique et résolue, c'est déjà trop tard normalement. Je veux dire, même si elle voudrait que les choses changent, euh, normalement, le personnage a déjà compris à peu près à la moitié de la saison que ce qu'elle a fait n'a servi à rien et on reste. Enfin, pour moi, c'est qu'après, elle fait des choses qui continuent à la placer en mode je peux encore essayer de changer les choses alors que. euh, En fait, la série passe trop de temps dans ce laps de temps où la guerre est sur le point de démarrer, mais en fait, normalement, la guerre a démarré avec la mort du
du fils de Rhaenyra en fin de saison dernière. Donc en fait, ça fait que on existe un peu dans un temps où les personnages font certains choix que je trouve en mode, en fait ça sert plus à rien. Il y a plus rien à faire en fait et justement il faut plus se préparer à la guerre que c'est de ruminer sur, «J'ai plus le pouvoir». Mais ça c'est pas un problème que j'ai qu'avec Alicent, c'est avec Rhaenyra aussi notamment donc après le personnage en lui-même est intéressant parce que c'est toujours, parce qu'il enfin il est bien écrit, il y a des trucs intéressants mais c'est plus dans par rapport au contexte global des mécaniques de politique dans l'univers, c'est surtout que c'est là où ça clash en fait, selon moi. Ok, ok. Et je sais pas si Hem, j'ai été moi-même assez explicite, mais c'est l'acteur qui, enfin l'actrice en l'occurrence, qui m'a le plus impressionné dans cette saison. OK, oui, bah, Avec un deuxième personnage dont on va parler sans doute tout à Kristen Cole, le personnage qu'on adore détester, bah, en même temps parce que c'est un voilà, c'est pas un chic type. Hem Et qui pour le coup, je pense, est une des meilleures réussites de cette deuxième saison en termes de surtout parce que, dans les livres, il a alors, on va dire que la fin de la première saison, ça différait un peu des bouquins et je regrettais certaines choses, mais là, ils l'ont emmené dans un chemin que j'avais pas trop imaginé avant, et qui est très intéressant où en fait, bon, en début de saison, c'est surtout, voilà, quelqu'un qui, a beaucoup de difficultés avec, son propre déshonneur, de la manière dont il, trahit ses frères de la garde royale, en couchant avec la reine. Enfin, évidemment, d'ailleurs, c'est ce que George R. R. Martin, l'auteur des bouquins, dit que lui, il aime écrire sur, heu, le cœur humain en conflit avec lui-même. Et là, typiquement, ce genre de personnage, c'est typiquement ça, où c'est censé être le chevalier, en armure, standard, vaillant, loyal, qui garde ses, enfin qui est comment on appelle ça? Heu, c'est, true to his word, enfin qui fait ce qu'il dit, enfin voilà, quand il prête serment, il s'y tient, voilà. Et avec tous ses vrais actes, on a un peu, voilà, ce clash entre, ce que devrait être un chevalier et ce que lui est réellement. Et une fois qu'arrive la bataille de Repos des Freux, donc la grosse bataille avec les 3 dragons, il se rend compte dans quel merdier il s'est engagé finalement en combattant une guerre où, il y a littéralement des armes nucléaires, hein, parce que bon, les dragons, c'est clairement les armes nucléaires de ce monde. Et quand il se rend compte finalement que, beh, en fait, pour des gens comme lui, en plus, Kristen Cole est quelqu'un qui est presque de basse naissance. Pour des gens comme lui, pour les soldats au sol, Heu, ils ne sont rien face, au dragon finalement. Et donc j'ai mis la poussière sous le dragon parce qu'il a eu justement une réplique dans le dernier épisode de la saison 2 où il y fait référence et bon je l'ai mis après donc on pourra en reparler. Mais, ça se voit que clairement après cette bataille-là, il est dans un syndrome de stress post-traumatique et c'est très intéressant surtout pour qu'un personnage qu'on est censé détester, mais c'est des sujets que forcément, sont assez vite, qui suscite une empathie assez rapidement. Et en plus de ça, il devient main du roi et il se sent complètement, dépassé par ce poste-là. Donc, il y a un côté de syndrome de l'imposteur, et de stress post-traumatique, avec aussi, l'échec qu'il a subi quand il n'a pas réussi à protéger, le fils du roi. Donc c'est un personnage qui en prend plein la gueule et c'est hyper intéressant parce que je m'attendais pas à voir ça dans ce personnage-là, mais ça fonctionne très, très bien. Alors déjà, ce personnage est la preuve que je suis extrêmement fatigué, puisque à la place de Christophe Cole, j'ai lu Christophe Colomb. Euh, Après Christophe Colomb, dans l'image que j'ai en tête, il se pointe aussi en armure sur un cheval depuis un bateau sur une terre inconnue. Donc on n'en est pas si loin. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, j'ai moins d'attrait pour ce personnage que toi, j'ai l'impression. C'est un Atreyu est un personnage grand que j'ai peut-être plus apprécié dans la saison 1, que j'ai aimé découvrir. J'ai aimé comment il a été choisi par Rhaenyra, c'était une très très belle scène. Et qui montrait également que réfléchir avec son cœur c'était bien, mais qu'il fallait quand même réfléchir plus avec sa tête quand même.
J'avais beaucoup aimé ça. Le fait, effectivement, bien sûr, qu'il a une place à laquelle il n'est pas qu'il a une place qu'il n'est pas supposé atteindre, mais qu'il a fini par atteindre, est également intéressant parce qu'il y a quand même cette évolution. Dans un premier temps, c'est quand même clairement une fierté. J'ai réussi à arriver jusque-là. Il faut que maintenant que j'assure, entre guillemets. Et après, l'inverse, montrer que il continue de monter, qu'il assure pas forcément, et tout le syndrome, comme tu l'as déjà dit, qui se développe. Euh, très, très belle évolution de ce personnage, mais c'est vrai que ce n'est pas celui que j'ai le suivi avec le plus d'attrait, de curiosité pour ma part. Il a été, j'ai l'impression, c'est assez Relégué au paradoxal parce second que plan. l'évolution est là, mais il est balayé par des autres personnages qui sont plus du genre à taper du poing sur la table, si je puis dire. Ouais, oui, il a été relégué un peu au second plan, ce qui est dommage. En même temps, même pour Alors que, un combattant, pour un chevalier, il est du genre un peu mou, un peu effacé, hein, au final. ouais, en saison 2, oui. En première saison, il avait tendance à être un peu plus sanguin, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que même quand il pète des plombs et qu'il recadre certains chevaliers, souvent pour rien, hein, c'est juste histoire de voilà, euh, même là, on ressent pas pour autant ce côté sanguin, quoi. Ouais, je pense qu'il s'est un peu, ouais, je pense qu'il s'est calmé aussi avec, Avec les nouvelles parce que ouais, responsabilités. ouais, peut-être parce que c'est vrai qu'en première saison, il avait battu un homme à mort, à un mariage, et il a failli se suicider à Oui, cause de ça. Donc je pense qu'il s'est peut-être dit, qu'est-ce qu'elle était on bonne va cette scène aussi, intérioriser mais tout en même temps, ça. elle était évidente. Le Hmm. mec qui s'est fait tabasser à mort, là, je le voyais gros comme une maison que ça allait se finir comme ça. Alors, on passe maintenant au couple royal. Aegon II, qui découvre un peu les joies du pouvoir, mais aussi les difficultés du pouvoir. Lui qui toute sa vie a bu, fréquenté les bordels, fréquenté les bas-fonds de la ville, a un peu fait n'importe quoi. Se retrouve un peu, c'est un peu comme quand tu n'as jamais travaillé de ta vie et que tu vois le travail un peu comme oh ça a l'air sympa comme distraction, et se rend compte en fait finalement que ben non en fait faut vraiment faut réfléchir quoi. C'est notamment illustré par la scène où il est sur le trône, avec son grand-père Otto, dans sa première session de doléances, et il dit oui à tout le monde en mode: «Beh, ouais, on peut faire ça», sauf qu'en fait non, il y a des trucs beaucoup plus compliqués. Donc on le voit vite un peu déchanté de son statut, et au fur et à mesure des conseils, il s'ennuie, il peut pas faire ce qu'il a envie de faire et cetera. Il est lassé par la diplomatie, par la stratégie, par, attendre, pour avoir certaines réponses et cetera. Donc voilà, le un beau petit con quoi, bref. Mais par contre, on peut quand même souligner que ça a l'air d'être un père, qui au moins invite son fils, pour aller bosser. Voilà, c'est un peu comme quand on mène tes enfants au travail, donc Ouais, il y avait on une peut au journée moins souligner ça. limite parents-prof, c'est ça. Et que voilà, c'était un peu Découverte ça. du métier de Donc papa. ouais, ouais, ouais. Donc et mine de rien, c'est, un peu une touche de douceur pour un personnage autrement, infâme, hein. Donc mais c'est ce qui a fait un peu le sel du personnage, heu, qui s'est fait bien évidemment, bien amocher à la bataille du repos des Freux. Donc c'est pour ça que j'ai mis une saucisse bien cuite, s'il vous plaît. Elle fait notamment, quand il parle, au grand maître Orwell, qui est un peu le scientifique en chef, hein, de la capitale. Un peu qui dit: ben voilà, maintenant mon pénis, un peu a cuit comme une saucisse sur le grill». Donc voilà, et pour quelqu'un qui a passé son temps à violer des servantes et avoir des bâtards qui les bon bref, voilà, c'est, un peu de une justice un peu poétique, dirons-nous. Mais de voir un personnage aussi horrible, en chier énormément, lorsqu'il apprend à se redéplacer, à se remettre de ses blessures. On a quand même un certain, lui qui prenait plaisir dans son apparence, dans sa sexualité, dans sa débauche. On le voit complètement brisé et incapable de faire tout ça, et qui en plus a perdu son fils, et là aussi c'était des très moments très touchants. Voilà, ça, on brise un personnage détestable et on se rend compte que, enfin on se rend compte.
Et là aussi, ça fait un personnage complexe qui a pas mal d'angles d'interprétation. On peut continuer de les tester, on peut le avoir pitié de lui, sans forcément l'excuser, mais avoir pitié de lui. Et c'est ce genre de personnage que enfin, j'aime bien ce genre de rebondissement, donc j'ai plutôt bien aimé le développement du personnage. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé le fait que, dans un sens, il est comme son frère, alors qu'ils sont quand même extrêmement différents. C'est-à-dire que Mmh, les deux ont clairement la violence comme solution, comme réponse. Mais c'est vrai que c'est extrêmement drôle à voir parce que lui, il a la violence comme étant la réponse, mais aussi avec le côté sanguin, vraiment à chaud. Alors qu'à l'inverse, son frère a aussi la violence comme réponse, mais de manière plus froide, avec le côté calculateur qui va avec. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant à chaque fois de les voir débattre et de voir à quel point ils ont, entre guillemets, la même solution en tête, mais pas la même façon de l'appliquer. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, c'est avec ce personnage que je me suis aussi dit pour la première fois, ah, là ça va pas. Là il y a un problème. J'ai trouvé que, alors autant certains personnages, effectivement, on a l'impression qu'ils stagnent durant beaucoup d'épisodes, lui, à l'inverse, j'ai l'impression qu'il manque 2 épisodes. Euh, j'ai l'impression qu'à un moment il y a eu une ellipse temporelle et qu'il est passé vraiment de je suis un roi, je vais essayer de bien faire, même si j'ai conscience que je débute, je vais essayer de contenter tout le monde, à je suis un confini. J'ai trouvé que il y a pas eu d'évolution, qu'on est passé vraiment du coq à l'âne d'un coup le concernant. Je... C'était assez surprenant. Le fait qu'il soit con, je m'y attendais. Enfin, on savait qu'il l'était, je veux dire, mais une fois qu'on l'a vu lors de la première séance de doléances, la première chose qu'on s'est dit, c'est ah tiens, il essaie de faire bien les choses. Ou il essaie de bien se faire voir, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des décisions qui sont prises dans la direction du peuple, qui ne sont pas les bonnes décisions, comme tu l'as dit, lorsque son grand-père, après, lui fait les messes basses, mais en tout cas, il y a des décisions qui sont prises du côté du peuple. Et l'épisode suivant, ou 2 épisodes après, à tout casser, sans transition, on est passé au roi guerrier qui veut tout détruire, et ouais, sans transition, ça m'a quand même perturbé. et après, moi, j'ai toujours vu comme un gros con et c'était un peu sa phase de roi qui veut bien faire les choses était pour moi plus l'activité fun du moment et je pense aussi que la mort de son fils l'a un peu fait en mode vrillien, en mode: «Hop là, finito, on va buter tout le monde», je pense. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très, très rapide pour le coup. Et de son côté, Helena, donc la femme d'Aegon qui est aussi sa sœur, hein, voilà, on continue les traditions bien sympas dans la famille, qui, reste un peu le personnage un peu cryptique qui énonce des choses un peu en mode, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et donc j'ai dit celle qui a lu les bouquins, mais qui veut pas spoiler. Voilà, car elle a un peu, toujours un peu 15 pages d'avance, dans le scénario. Heu et même si j'aime bien donc ce côté un peu de mystique, enfin de mystique, de rêveuse un peu prémonitoire, était pas dans les bouquins et c'était un bon ajout de la série parce que bon dans les bouquins elle est pas spécialement très intéressante. Et là c'était un bon ajout, mais je trouvais qu'en saison 2, bon ils ont continué dans cette lancée donc c'était, pas trop mal. Hem Mais ils ont aussi un peu oublié d'en faire un vrai personnage. Il y a une scène notamment où, bah, peu de temps après la mort de leur fils, donc à Aegon et Elena, ils se croisent dans les escaliers et c'est une scène qui est très courte et j'aurais bien aimé en voir plus parce que c'est une scène qui est extrêmement tragique parce que tu vois qu'ils s'apprécient, voilà, qu'ils sont quand même frères et sœurs et bon, ils sont mari et femme, donc ils ont quand même une certaine affection, même si ça se traduit pas comme dans un couple, normal, mais ça se voit qu'ils ont une certaine affection l'un envers l'autre, au moins via leurs enfants, et ils n'arrivent pas à communiquer et en fait, j'aurais aimé voir plus de choses comme ça et moins de scènes répétées, sur d'autres personnages. Donc et c'est un peu Elena qui empathie, qui reste un peu comme celle qui te sort bon pas des Deus ex machina, mais qui te sort un peu des trucs un peu critiques de temps en temps, alors qu'il y avait de quoi, encore plus développer le côté tragique et en plus elle qui assiste à la mort de son fils, en direct.
Euh, Il y avait, je pense, de quoi pousser encore plus le côté vraiment horrible enfin, de ce moment-là de sa vie qu'il est en train de vivre. Personnage quand même vachement secondaire pour le moment. C'est vrai que j'ai pas grand chose à en dire. Euh, je me suis même demandé si tu allais l'évoquer ou non, c'est dire si elle est quand même secondaire. Par contre, c'est vrai qu'elle est dans la scène qui m'a le plus marqué, je pense, dans cette saison, qui est lorsqu'elle montre du doigt son fils, qui est une scène quand même extrêmement difficile. Tu vas encore dire, mais c'est normal, t'as des gosses, donc ce sont toutes vraies, hein. Mais c'est vrai que cette scène, oui, pour le trip, elle est extrêmement, extrêmement difficile. Mais pour le reste, oui, c'est pas un personnage. C'est pas un personnage central pour le moment. Je suppose que ça changera par la suite. C'est encore une fois la description que tu lui as donnée. Je pense que lui donner une telle vision des choses que ce n'est pas pour rien. Mais pour l'instant, oui, pas grand chose à en dire, je veux bien l'avouer. D'ailleurs, la scène de sang et fromage, donc voilà, la scène du meurtre de l'enfant, on en reparlera dans le côté adaptation un peu plus en détail. Il y a des choses à dire. Là, on va pouvoir peut-être aller un peu plus vite. C'est des personnages quand même là Ouais, aussi ça un peu commence à plus patchouiller en plus. secondaires. Ouais. Rhaenys, qui est toujours aussi cool, qui est toujours aussi sage, qui en plus part dans une figurante scène très très cool. Mais bon, évidemment, l'épisode 9 de la saison 1 l'a fait tuer des centaines de personnes au moment du couronnement d'Aegon II. Donc comment prendre au sérieux quelqu'un qui dit qu'il faut pas tuer des innocents quand on l'a montré tuer des centaines d'habitants de la capitale? Voilà, si on fait abstraction de ça, c'est un personnage qui est très cool, qui en plus est un dragon ultra stylé. Bon, elle meurt relativement tôt et c'est quand même assez un choc assez important, notamment pour le camp des Noirs. Mais voilà, je peux pas m'enlever cet épisode-là de la tête et voilà, c'est un peu dommage, mais bon, globalement, le personnage était toujours aussi badass, donc euh, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, c'est toujours un plaisir quand elle est sur scène. Enfin, elle est cool. Personnage que j'ai apprécié du début à la fin, c'était étant donné qu'il y a quand même fréquemment des absents dans la cour des Noirs, elle est toujours là. Et c'est vrai que de par sa présence, ça faisait un peu le côté. Ça lui donnait un peu ce statut de bras armé de la reine. Donc du coup, c'est Mm. vrai que de l'avoir chuté, ça fait quand même un sacré lieutenant qui tombe de son côté. Euh, c'est pas juste. Bon, déjà, évidemment, elle chevauche un dragon, mais c'est pas juste ça. Elle avait vraiment, je trouvais, ce statut de bras armé toujours présent. Donc de le voir tomber aussi tôt dans le combat, c'est vrai que c'est surprenant et dans un sens quand même une bonne, au final une bonne décision pour secouer un peu tout ça justement et pousser la reine dans ses retranchements. Euh, mais un peu déçu quand même parce que c'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et accessoirement très belle femme aussi, je trouve. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un peu trop vieux pour moi, mais c'est vrai que oui, pour une femme, Ah ça bah joue. oui, bien sûr. Voilà. Elle a, je ne sais pas quel âge a l'actrice, elle a Oui, son âge, oui. mais pour son âge, plus d'une fois, je me suis dit qu'elle avait un sacré visage, une sacrée présence, très belle femme. Pour son mari, Corlys, ben on passe un peu toute la saison à, voilà, à essayer de recruter un héritier en CDI. Euh, Il y a des scènes qui sont quand même assez cool, notamment avec sa petite fille Bayla, qui il offre Elle la répondait au nom de position Baïla. d'héritière. Oh, pardon. Ex- Oh non. Euh, donc il propose Driftmark, donc la marque, donc son château, ses terres à sa petite fille, qui refuse parce que pour elle, elle est plus une Targaryen qu'une Velaryon. Et il y a aussi notamment un dialogue entre Corlys et son fils bâtard Aline, où justement l'acteur qui joue Aline fait un très bon taf sur le dialogue. Donc il y a des moments assez cool, notamment aussi quand il apprend la mort de sa femme, on le voit vraiment que puis la réplique lui dit sa petite fille Bayla, lui dit
quasiment personne ne saura jamais que tous les voyages que tu as fait au cours de ta carrière de marin, c'était au final, pour elle donc voilà, il y a des moments très, très cool, mais c'est vrai que pour le plus grand navigateur, de Westeros, toute la saison on le voit sur terre et la dernière scène qu'on voit de lui, il est sur un bateau à rame, sur un petit bateau pour rejoindre son navire et on ne le voit jamais sur le pont de son navire. Donc c'est toujours l'acteur est toujours aussi charismatique, toujours aussi cool, et cetera, mais on l'a jamais vu sur le bateau une seule fois. Là aussi parce que la série n'a pas assez avancé, vers des situations où il est sur un bateau. Donc un peu comme pour le reste, il aurait peut-être fallu un peu aller un peu plus vite quoi, parce que c'est un peu du gâchis de bons personnages et de bons acteurs. Ouais, effectivement, un personnage qui tourne un peu en rond alors que le personnage et l'acteur sont très bons. C'est un peu dommage. Pas grand chose à ajouter, je dois bien l'avouer, mais c'est un personnage que j'apprécie suivre. Et c'est vrai que j'ai trouvé dommage qu'il n'ait pas du coup plus d'intérêt que ça, même si la discussion avec son fils illégitime était très cool. En dehors des personnages, on va aborder deux membres qui sont pour moi cruciaux dans les points positifs de cette saison, et de la première aussi. Donc en premier, Ramin Djawadi, qui est le compositeur de l'univers depuis la première saison de Game of Thrones. Et donc j'ai mis, donc ça doit faire mal au dos de porter la franchise depuis 10 ans. Alors, pour moi, les 4 premières saisons de Game of Thrones sont de excellentes saisons où il n'y avait pas besoin de. Enfin, tout était très très bon. Mais voilà, à partir de là, j'ai eu beaucoup de mal. Mais sur les 8 saisons de Game of Thrones, sur les 2 saisons de House pour le moment, il n'y a jamais une seule saison où la musique n'était pas bien. Et donc on peut quand même souligner que c'est le John Williams de l'univers du Trône de Fer. Voilà, je pèse mes mots. Alors, l'impact n'est pas le même, mais en termes d'importance dans la construction de la série, de l'univers, il est aussi vital à Game of Thrones que l'était Williams pour Star Wars, pour moi. Rien à dire de plus. C'est normal, c'est le GOAT. Et Jim Clay, qui est le responsable des décors. Et donc, tu disais notamment sur Harrenhal, où il avait voilà, enfin, tous les décors de la série, surtout, bah, surtout la série télé, c'est pas un film. Tout a de la gueule, il y a des bonnes trouvailles. Bah, je repars sur Harrenhal, qui est un lieu qui a un côté très mystique, notamment lié aux anciens dieux qui sont avec les barrals, donc les arbres avec les feuilles rouges. Et notamment la décision de faire parcourir et donc Harrenhal est juste de l'autre côté, enfin à côté d'un lac et au milieu de ce lac, il y a ce qu'on appelle l'île aux Faces où il y a plein de barrals et c'est un lieu mystique très, particulier. Donc il y a une connexion entre ce lieu et ces arbres-là et de faire parcourir des branches tout autour, du château, même dans le château. Enfin c'est, voilà, ça montre que le gars il a bien compris, enfin il est très bon dans son métier et il a aussi compris, l'univers, parfois même dans des façons que j'avais jamais imaginées. Donc, il fait des beaux châteaux. Et lui aussi, il est là depuis le début, c'est ça? Il est au moins, alors depuis le début, je suis pas sûr. Il est dans la première saison de House, c'était lui, mais Game of Thrones, je suis pas sûr. Ok. En tout cas, oui, non, de nouveau, rien à dire. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc bon, partie un peu bilan plus général, et bon, aborder des points un peu positifs par-ci par-là qu'on n'a pas eu le temps de traiter. On pourrait encore en parler pendant 1 heure et demie, mais faut qu'on y aille quoi. Est-ce que c'est une bonne saison? Alors là, je vais parler juste en termes de par elle-même. Avant d'aborder le côté, adaptation. J'ai mis trois images. Donc, la première en haut à droite qui est donc Otto, qui était, la main du roi au début de la saison. Il dit notamment là, «Le roi, c'est mon petit-fils et mon petit-fils est un idiot», qui fait partie du c'est le dans le deuxième épisode qui est pour moi le meilleur de la saison, où on a beaucoup de dialogue entre plein de personnages et tout ce dialogue entre Otto, Aegon et Criston est très bien joué. Il y a des trucs qui sont très drôles, alors de manière volontaire ou pas, mais voilà, quand on se rend compte parfois que certaines personnes ont fait des trucs stupides, il y a les réactions de certaines, de Otto qui sont, je trouve, plutôt drôles, enfin que je trouve drôles. Mais voilà, c'était, très, très bien joué. J'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup le personnage. Donc voilà, c'était un des points,
et ce personnage-là et cet épisode-là était un gros point fort pour moi de cette saison, qui l'a fait un peu, qui pouvait montrer ses meilleures qualités. En Ensuite, j'ai mis la citation de Kristen Cole qu'on voit en bas à droite, De donc il Christophe dit: «The Colomb, j'ai Dragon's découvert Dance». l'Amérique, non? Exactement, j'ai dit que je vais tuer plein d'Amérindiens. Qui dit donc, «The dragons dance and men are like dust under their feet», donc les dragons dansent et les hommes sont comme de la poussière, sous leurs pattes, sous leurs pieds. Je sais pas si les dragons ont des pieds, bref. Donc évidemment, la danse des dragons qui est le nom de ce conflit-là, donc voilà, petite référence. Et, euh, et c'est un peu le constat quand même c'est que ce personnage a quand même un côté suicidaire clairement. Et parmi l'épisode 8 que j'ai pas vraiment énormément apprécié, je l'ai pas détesté mais je suis un peu resté sur ma faim, c'était une réplique qui m'a vraiment mis un coup de poing dans le ventre. Que voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Et pour terminer, j'ai mis Yu face à Vermithor, qui devient donc son dragon, pour un peu évoquer un peu le côté de production, comment la série est tournée. Donc dans cette scène-là où il dompte ce dragon-là, c'est un plan séquence bon, qui est raccordé par des trucs numériques, mais ça reste quand même un plan séquence assez fluide. Donc la série a de la gueule, elle est bien tournée, les effets spéciaux sont très bons. Il y a des voilà, le plan est magnifique. Enfin voilà, donc en termes techniquement, c'est toujours aussi bon. Heu, mais quand même, il y a quand même des problèmes de rythme, de scénario qui avancent et du coup les personnages en pâtissent. Donc en essayant de manière la plus objective possible de m'écarter du côté adaptation, c'est un peu plus en demi-teinte. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses qui quand même, peinent quand même pas mal au niveau du scénario, et des personnages. J'ai passé un bon moment mais c'est moins bien que la première saison, pour moi. Alors que tu l'as mis en photo, je profite pour dire que Rhys Ifans c'était finalement le seul acteur, hein, pour le moment en tout cas, que je connaissais avant d'attaquer la série. Contrairement à Game of Thrones où j'en connaissais quand même déjà plusieurs par-ci par-là. Là pour le moment, c'est le seul que je connais puisque il a déjà été dans un clip d'Oasis et qui se reforme, donc j'en profite. Voilà. Donc, Mmh, c'est vrai, qui a été dans un clip d'Oasis en improbable. plus d'être le lézard dans Spider-Man, et qui est un personnage vraiment cool, euh, que Mmh, j'apprécie beaucoup, avec pas mal de phrases à chaque fois voilà, qui ont un petit côté punchline comme celle que tu as mis justement, mmh. qui sont vraiment géniales, quoi. Et, Oui, oui, oui. et voilà. Pour le reste, au niveau de la saison, assez d'accord avec toi, hein. Au lieu de dire bonne saison, on va plutôt dire qu'il y avait de bonnes idées, mais saison quand même en demi-teinte, notamment due à pas mal de longueur, pas mal de personnages qui tournent en rond. Très souvent, on avait quand même le côté table chez les verts, puis table chez les noirs, puis table chez les verts, puis table chez les noirs. Tu peux pas faire ça pendant une saison entière, c'était horriblement long, quoi. Et tu Mmh, entrecoupais ça de temps en temps avec le oncle Marie qui avait les hallucinations. C'est non, c'était assez mitigé par rapport à cette saison. Assez déçu même parce que du coup je me demande si c'est pas celle que j'ai le moins aimée jusque-là. ouh là. C'est ouais, c'est peut-être à ce point-là. Assez mitigé. On Je en pense qu'il reparlera la faudrait que je fois. me la refasse. En tout cas, il est évident qu'il y a un fossé avec la première saison. Ouais, c'est peut-être un peu fort de dire que c'est la pire saison que j'ai vue jusque-là. Mais par contre, il est évident qu'il y a un fossé avec la saison 1. C'est vraiment dommage. Il y a plus des bonnes idées et des bonnes trouvailles qu'une véritable qualité sur la continuité. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi au niveau donc, de nouveaux décors, des images et surtout des effets spéciaux très, très, très impressionnants. Les gens pensent pas forcément à ça. Souvent, ils se disent c'est bien fait, c'est mal fait. Mais non, ça c'est trop facile. Il faut quand même voir au-delà de ça. Là, vous avez quand même une série où vous avez quand même plusieurs dragons qui apparaissent, je crois bien, dans tous les épisodes, ou presque tous les épisodes, dans pas mal d'images, sur des scènes de haute volée.
Franchement, tout ça, ça coûte des sous. HBO met vraiment du pognon dans la série et ça sort sans. On va y Franchement, revenir. c'est beau à voir. C'est un point à souligner. On peut pas juste dire c'est bien fait, non. Il faut aussi voir tout le reste. Et ouais, franchement, ils, ils envoient du lourd, quoi. Au niveau effets spéciaux, ils comptent pas la dépense, quoi. D'ailleurs, notamment sur les dragons, souligner aussi que chaque dragon a une gueule différente, ce qui est quand même plutôt cool. Mm, mm. Alors là, je vais Vivement la rentrer un saison peu en 3 mode. quand même, hein, mine de rien. Je suis Oui, pas oui, oui, défaitiste à ce point-là, hein, je tiens à le préciser. oui, oui. Et alors, j'ai des bonnes raisons pour être un peu plus Optimiste. euh, optimiste, exactement. On va du coup, avant de parler de l'adaptation, on va aussi parler de comment la série, en fait, dans quelles conditions elle a été produite, parce qu'en fait, c'est bon, je vais faire ça rapidement, hein, mais parce que ça peut être un peu technique et chiant, mais c'est assez important. Euh, Déjà parce que ben, en fait HBO Max, enfin, donc HBO et tout ça, c'est aussi au sein de Warner, qui sont en termes de sous, sont vraiment pas dans une bonne situation. Et du coup, ils ont reçu une directive enfin HBO, enfin Warner a dit à HBO, voilà. En gros, la production a reçu comme directive de faire passer le nombre d'épisodes de 10 à 8 parce qu'il n'y avait pas assez de sous. Donc pour éviter d'en pâtir sur la qualité, il se dit, ben, vous passez sur 8 épisodes. Sauf que, alors, c'est pas gênant en soi parce qu'après tu peux retravailler comment ta série, comment ta saison est structurée. Sauf que il y a eu la grève des scénaristes entre-temps, à peu près au même moment. Du coup, il y a pas mal de scénarios qui n'ont pas pu être réécrits pour être adaptés en 8 épisodes. C'est pour ça que la série se termine un peu un peu en mode, ben, t'as un peu l'impression de voir l'avant-dernier épisode ou l'avant-avant-dernier. Donc t'es un peu en mode, ben non, en fait, il manque un bout. Donc voilà, il y a eu des paramètres économiques, de grève, etc., qui ont fait que ben, la série je pense, n'a pas forcément été développée de la manière la plus optimale. Alors ça n'excuse pas tous les problèmes, mais je pense qu'en termes de rythme et de comment les choses évoluent, je pense que on aurait peut-être pu avoir une 8 épisodes beaucoup plus condensés et plus efficaces, peut-être. Mais en tout cas, c'était pas le meilleur chemin possible pour développer une saison, quoi. Si ça, c'est la raison que ça fait quand même d'autant plus peur, hein, parce que tu peux le prendre aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, il y avait 8 épisodes, il devait condenser, et pourtant ça tournait en rond pour certains personnages et il y avait parfois de sacrées lenteurs. Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu 10 épisodes, quoi Ouais, bah je sais pas. Après, on aurait peut-être eu un bilan. Peut-être que les deux derniers épisodes auraient été beaucoup mieux et le bilan aurait été un peu plus poussé vers le haut. Je sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu modifier certaines choses à cause de la grève des scénaristes. Donc, je leur donne le bénéfice du doute. Mais si la saison 3 ça marche pas, waouh, waouh, waouh. Euh, pour un peu évoquer le côté adaptation. Donc, en bas à droite, j'ai mis une image de. Donc, alors, je crois qu'ils sont pas nommés dans la série, mais ils s'appellent donc Sang et Fromage. Et des ratiseurs, c'est ça Euh, Voilà, il y a un ratisseur qui est donc fromage et sang qui est le manteau d'or. Euh, et donc du coup la fameuse scène où, Yaeris, donc le fils de Aegon, meurt. Ben j'ai été plutôt déçu parce que ils ont changé un peu la manière dont se déroulent les événements. Donc dans la série, ils demandent à la mère c'est lequel le fils, le garçon, et elle pointe et il le bute. Dans les bouquins, c'est encore plus horrible que ça. Donc en gros, les 2 personnages, arrivent donc dans les appartements de Alicent parce qu'ils savent que chaque soir, donc sa fille Elena et ses petits-enfants, donc les 3 enfants, parce que dans les bouquins, ils ont 3 enfants et pas 2, se rendent, dans la chambre d'Alicent avant d'aller se coucher. Donc Elena et ses enfants arrivent dans la pièce, hop, ils sont pris en otage et en gros, elle dit, beh, Heu, choisis, enfin, alors même s'il y a 3 enfants, il y en a que 2 dans cette scène-là, mais ça a une importance et donc parmi les 2 enfants, elle dit: «Beh, choisis, lequel des 2 tu veux qu'on bute?» Non, je dis des bêtises. Il y a les 3 enfants, mais en gros, il voulait
spécifiquement tuer un garçon. Et vu que, le couple royal avait 2 garçons, ils disent: «Beh, choisis lequel des 2 tu veux qu'on bute parce que, il faut qu'on venge la mort du fils de Rhaenyra par un autre, garçon». Et en gros, il dit: «Choisis lequel tu veux qu'on bute». Donc sa mère choisit et le gars qui tient la lame dit: Tu vois mon petit, ta mère, te veut mort» et il bute l'autre. Donc il y a le côté de Il elle tue a cho l'autre enfant au final. voilà, voilà. Donc ouais, en gros, la mère dit: «Tu es X» et en fait, il tue Y. Et ils disent, au X en mode: «Tu vu ta mère, elle veut que tu crèves». Donc il y a un côté encore plus horrible, mais bon, vu que dans la série, il y a pas 2 garçons, il y en a qu'un seul, c'est un et une fille. Heu, voilà, donc je m'attendais à un truc encore ça fait presque un peu psychopathe de dire ça, mais je m'attendais à être beaucoup plus choqué par la scène et je l'ai pas été tant que ça. Donc alors ça, je conçois, tout à fait que c'est juste mes attentes de lecteur qui ont fait que ça m'a un peu voilà, ça Juste, je voilà. suis curieux, on sait sur quels critères elle a choisi un gamin et pas l'autre. Oui, parce qu'en gros, il y a, parmi les 2 garçons, il y en a un qui était beaucoup plus, jeune et en gros, elle s'est dit: «Beh, en fait, mon plus jeune garçon, il était quasiment enfin, c'est un bambin quoi, enfin limite, il doit avoir genre 3 ans à tout péter». Il se dit: «Beh, en fait, peut-être qu'il a pas vraiment conscience de la situation donc on va tuer le plus petit parce que peut-être qu'il comprend pas ce qui se passe et qu'il Ok, capte même pas», tu vois? Et bon, aussi c'est pour préserver, je pense, l'héritier, enfin bon, voilà. ok. Hem Juste à gauche, il y a Reina, donc l'une des 2 filles de Daemon. Pareil, là aussi, c'est un changement du bouquin où en fait on l'a fusionné avec un personnage qui s'appelle Horty. Heu, J'avais pas trop de problèmes, mais jusqu'à la fin où elle se trouve dans le Val, où au bout d'un moment elle décide comme ça de partir toute seule pour aller chevaucher un dragon, enfin pour tenter de chevaucher un dragon. Sauf que déjà survivre dans le Val, il faut y aller. Il y a des clans de barbares de partout. Personne n'est allé la chercher. Et puis tomber sur un dragon sur un territoire aussi grand, surtout que normalement les dragons sont pas censés s'éloigner de leur vie. Bref, c'est un peu le genre de truc où, bon, je me dis, surtout qu'elle a une place dans l'histoire, dans les bouquins, qui amène un peu, je pense que vers le même endroit où la série veut qu'elle aille, mais par un chemin différent, donc je comprends pas trop pourquoi on allait là-dessus. Et puis bon, c'est un peu le choix qui change, qui est le plus bancal en termes de plausibilité de ce qu'elle fait, on va dire ça comme ça. Hem Et pour terminer, c'est le plus gros problème et de la série et de l'adaptation, c'est, autant en première saison, la relation entre, Alicent et Rhaenyra était très bien. Ça a amené un du drama qu'il y avait pas dans les bouquins, parce que dans les bouquins, Alicent est plus vieille et c'est pas l'amie d'enfance de Rhaenyra, donc il y a pas ce rapport d'amitié trahie. Dans la première saison, ça fonctionnait très bien, il y avait des situations très, très cool. Mais là, en fait, on arrive à un stade de l'histoire où, heu, leur amitié, importe plus vraiment, en fait. Il y a tellement de choses qui sont en mouvement, avec tellement de seigneurs différents, d'armées différentes que, on peut plus enfin, Alicent, elle ne devrait même plus être la autant importante dans le récit qu'elle est actuellement, en fait. Et je trouve que ça freine pas mal de choses parce que l'histoire, s'ils veulent coller au bouquin, il faut qu'ils suivent une certaine histoire, enfin, de manière moins, heu, identique ou pas, enfin, ils peuvent avoir un peu de liberté, il y a aucun souci. Mais même pour suivre les grandes lignes, il va falloir apprendre à changer de point de vue principal dans les événements qui se passent. Et j'ai l'impression que pour l'instant, la série essaie de nous marteler que cette histoire n'est qu'une histoire entre 2 femmes qui luttent dans un monde patriarcal. Alors, ça l'est, c'est le cas, hein, mais c'est aussi autre chose. Et il va falloir que la série comprenne que si elle veut raconter ce qu'elle a envie de raconter de manière, quand même assez globalement relativement fidèle, il va falloir, changer de personnages principaux, mettre de l'importance sur certains et plus d'autres. Enfin voilà, il va falloir comprendre qu'il faut changer des choses. Voilà, donc une série, une saison 2 qui était, heu, bien globalement, mais assez décevante, mais une adaptation qui commence à montrer des failles quand même assez sérieuses, selon moi. Ah bah là-dessus, pas grand-chose à dire. C'est vrai que moi, comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi
J'ai assez vite glissé sur l'idée selon laquelle il n'y avait pas de personnage principal pour cette deuxième saison. Alors que pour la première saison, pour moi, c'était clairement le roi. Là, c'était moins le cas. Après, quand je dis personnages principaux, c'est ceux qui se démarquent un peu de la mêlée. Il n'y a pas un personnage plus important qu'un autre, mais il y en a certains qui. Et justement, la saison 2 se un peu trop pour moi sur Rhaenyra notamment, et pas assez sur d'autres. Il mériterait d'avoir un peu plus de temps. Mais pour moi, Rhaenyra Alicent se détache un peu de la mêlée. Pas grand. Et voilà. On espère de la saison 3 qu'elle fasse un peu mieux. C'est clair. Et on en reparlera bien évidemment.